Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos portefeuilles se portent bien. On se trouve pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, on avait fait un point sur le marché, on avait prémédité ce pump. Actuellement, on se fait rejeter sur les 98 000 $. On va essayer de savoir si ce pump est déjà terminé et qu'on va rechercher plus bas pour s'enfoncer et partir en bear market pour de bon, ou alors est-ce qu'on est en train de créer un bottom et nous allons repartir. Dans cette market update, on va donc revenir sur plusieurs points. Un, le contexte, d'où on était parti début janvier, les 8 découvertes on-chain que j'ai fait. Pour rappel, l'analyse on-chain, c'est l'analyse de la data sur la blockchain, c'est-à-dire regarder en fait tout simplement les flux qu'il va y avoir sur la blockchain pour comprendre où est-ce qu'on peut potentiellement aller, en essayant de regarder sur différentes typologies d'investisseurs, sur différents types d'indicateurs, comment est-ce que le marché réagit en fonction d'une news ou d'une autre. Donc, je vais vous parler des 8 découvertes on-chain. Encore une fois, l'analyse on-chain est très bonne pour faire du moyen long terme. Pour du court terme, c'est pas forcément quelque chose qu'on va regarder parce que l'analyse on-chain permet de voir quelle est la nature des investisseurs, comment est-ce qu'ils se comportent sur le marché, et donc ça permet de pouvoir anticiper des mouvements futurs, moyen, long terme. Ensuite, on verra mes différents scénarios pour ce début d'année. Qu'est-ce qu'il faut surveiller pour voir si un événement est plus probable qu'un autre et quel est mon plan d'action à titre personnel. Donc, au niveau du contexte, où est-ce qu'on était? Lors de ma dernière vidéo, donc début janvier, je vous ai part de ma conviction qui était à 65% en boule, donc je pensais qu'on allait partir à la hausse, 35% bear, qu'on puisse partir du coup vers le bas. Selon moi, avec un bottom probable autour des 80-84 000 $ qui représente le true market mean. Donc le true market mean, c'est le coût moyen d'acquisition des bitcoins de manière générale sur le marché, pondéré par le temps. C'est-à-dire que les bitcoins qui ont été achetés il y a 10 ans, bien évidemment, leur coût d'acquisition moyen, il va être à quelques centaines de dollars, mais c'est moins intéressant à analyser que ce qui a été acheté dans les 2, 3, 4 dernières années. Donc forcément, c'est pondéré par cette mesure de temps. Ensuite, on avait analysé 9 signaux qui montraient qu'on avait d'un côté les vendeurs qui ne vendaient plus, donc du coup une exhaustion là-dessus, et une redistribution massive. On était en attente d'un test critique qui était le test des 95 000, 98 000, qui, selon mon framework, donc du coup selon ce que je disais, si on casse les 95 000, pour moi on avait un bull qui était confirmé, donc 95 000 $ avec du volume, soit on rejette sur ces 95 000 et on a un possible retest des 80 000 $. Maintenant, une semaine plus tard, voyons voir ce qui s'est passé. Donc ce qui s'est passé cette semaine, pour revenir un petit peu dessus au niveau des mouvements de prix, on a eu début janvier donc 91 000, ma dernière vidéo. 15 janvier, rallye explosif jusqu'à 97 000. Et là, 19 janvier, on est déjà en train de consolider à 90 500. C'est le premier mouvement constructif des boules depuis l'ATH qu'on a eu et la baisse qu'on a eue sur les derniers mois. On a testé cette résistance majeure des 95-98 000 et maintenant on consolide. La question c'est est-ce qu'on prend de l'élan pour casser ou est-ce qu'on rejette de manière totale? Spoiler alerte, selon moi, les données on-chain me font passer à 75% bull. Et on va essayer de voir découverte par découverte le pourquoi du comment. Première chose que j'ai trouvé ultra pertinente que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai creusé en profondeur tout ce qui est modèle de valuation, donc de valuation pour comprendre où se situe la fair value, donc la valeur réelle, on va dire, de Bitcoin. Je me suis basé aussi sur les travaux de James Check qui a fait un travail assez exceptionnel là-dessus. Donc, plusieurs choses. On a déjà commencé à regarder ce qu'on appelle le on-chain cost basis model. Quelle est la valeur moyenne des bitcoins sur le marché? Ça, c'est ce que je vous disais. Donc, on a le premier graphique qui est le graphique du True Market Mean avec les différents Bitcoin Price qui sont des, on va dire, des prix qui sont ultra intéressants à dépasser ou quand on passe dessous, ça en dit long sur ensuite qu'est-ce qui peut se passer sur le marché au niveau psychologique. Le True Market Mean qu'on a ici, qui est aux 80 000 $, a été un super bottom du coup le 21 novembre qui pour l'instant n'a pas été dépassé. Et ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde sur ce up bull run, alors certes, on n'y est pas allé de manière ultra précise, mais on est déjà revenu à plusieurs reprises et on est passé en bull run véritablement lorsqu'on a dépassé ce true market mean. Ensuite, si on prend par exemple d'autres bull runs qu'on avait pu avoir, notamment durant le dip du bull run de 2021, c'était sur ce même prix que nous étions venus faire un bottom. Chose que je vous rajoute aussi, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que même le coût d'acquisition moyen des bitcoins par Michael Saylor de MicroStrategy est là-dessus et on a donc le True Market Mean aussi sur les ETF Bitcoin qui est sur ces 80 000 $. Donc c'est un prix qui est véritablement plancher. Et on attend en fait de repasser au-dessus de ces 97 000 $, comme je l'avais dit, pour passer au-dessus du short-term holder cost basis, qui est le coût d'acquisition moyen des holders à court terme. Donc ce qu'on peut voir, c'est que déjà, le true market mean représente la vraie valeur plancher du réseau.
On a un autre ratio qui est le Aviv Ratio, qui mesure si Bitcoin est surévalué ou sous-évalué par rapport à sa valeur intrinsèque, qui lui aussi est en train de revenir sur tout simplement sa moyenne du coup de l'Aviv, et qui est en train de rebondir dessus. Donc pour l'instant, Bitcoin n'est pas sur ou sous-évalué, il est à son prix, on va dire, parfait en termes de moyenne. Donc à 90 000 dollars, comme je vous le disais, Bitcoin est parfaitement équilibré. Aviv Ratio, qui est la moyenne long terme exacte. On a 46% de sa realized cap qui est en dessous des 90 000 et 54% qui est au-dessus des 90 000. Pareil, distribution parfaite au niveau de la realized cap, et 52% des jours historiques sont au-dessus, 48% des jours historiques sont en dessous. Donc on est sur une médiane statistique là-dessus. Si on prend aussi quelque chose d'autre qui s'appelle le Cost of Productions Model, qui va venir regarder le coût de production des mineurs basé sur le hash rate et la difficulté, ce qu'on voit, c'est que sur cet indicateur-ci, on est en plein sur le plancher, donc du coup ce qu'on appelle le Difficulty Regression Price, donc on est sur le coût de production de Bitcoin. Et souvent, c'est sur ce type de coût de production qu'on vient avoir des bottoms, parce que ça veut dire que si vous êtes en dessous de ça, les mineurs sont sous l'eau. Et donc pour l'instant, au vu de la data on-chain, on est en plein sur un prix qui est, on va dire, moyen. Ensuite, si on prend tout ce qui est modèle mathématique de prix, donc le Trend Models, c'est des modèles mathématiques qui regardent toute l'histoire de Bitcoin depuis 2009 pour calculer où le prix devrait être aujourd'hui. Si on prend le log regression, ce qu'on a, c'est 200 000 dollars. Donc, selon la croissance historique de Bitcoin, on devrait être à 200 000 dollars actuellement. On est à 90 000 dollars, soit 55% en dessous, pardon. Et c'est normal pendant une phase de correction. Au niveau de la Power Law, donc là, en gros, selon ce modèle, Bitcoin devrait être à 125 000 dollars. On est à 90 000 dollars, donc 28% en dessous. Et 39% du temps, et donc du coup de l'historique, Bitcoin a été en dessous de ce niveau. Donc on n'est ni super cheap, ni super cher. On est juste normal. Et au niveau de ces modèles, du coup, mathématiques de prix, on a les floors, donc possible si ça baisse, 75 000 dollars correction normale, si on prend la data historique, et 62 000 dollars si on est sur un bear market extrême. Donc, si on regarde les implications majeures que ça a, c'est que sur ces trois modèles, donc un modèle on-chain, un modèle de prix et le modèle du coup de coût des mineurs, on se rend compte qu'à 90 000 dollars, on n'est ni cheap ni cher, on est au milieu statistique parfait. C'est donc la fair value confirmée par tous les modèles. Donc si on est en dessous, c'est ultra intéressant d'acheter, et plus on descend sous cette fair value, plus le snapback, donc plus le pump sera violent quand ça remontera. C'est mathématique, les acheteurs savent que sous 90 000 dollars, Bitcoin est statistiquement sous-évalué. Au niveau de la découverte 2, on a fait un rallye à 97 000 dollars. Et ce test critique a été réussi. C'est le premier mouvement constructif, comme je vous le disais, qu'on a eu sur le marché. Donc on est reparti au-dessus d'un prix qui était ultra intéressant. Et les zones de résistance ont été testées avec succès. Cette zone, ça représente vraiment le short-term holder cost basis. Ce qui était intéressant à voir, c'est que est-ce que ces short-term holders, quand on est arrivé là, est-ce qu'ils ont vendu de manière massive? Et est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir repartir? Le bear case, entre guillemets, n'est pas enlevé, hein. Il faut le savoir. Pour moi, il peut y avoir des arguments bear. Il existe pas mal de choses. On a un pattern qui ressemble à 2021, 22 avec un double top potentiel. On a break sous la 52 week moving average, donc sous la moyenne mobile des 52 semaines qui était à 101 000 dollars. Historiquement, ça peut amener à 56 000 dollars qui est le realized price. Mais la différence majeure qu'on a avec les précédents bear market, c'est que on n'a pas une catastrophe ou un catalyseur type MTGOX, donc le hack qu'on avait eu sur MTGOX à l'époque, l'ICO Bubble en 2018, l'implosion de Luna. Donc pour moi, le scénario le plus bullish, le plus possible, parce que pour moi, on n'a pas de catalyseur encore qui nous force à avoir une grosse contagion, en fait, tout simplement, de la baisse. Pour moi, bullish confirmation si on passe au-dessus des 98 000 dollars avec du volume, et bearish confirmation si on passe en dessous des 81 000 dollars avec du volume. Donc le scénario le plus bullish pour moi, ce serait un sell-off, donc qu'on parte aux 80 000, que ce soit immédiatement absorbé pour pouvoir repartir. Au niveau de la découverte 3, donc la redistribution est accomplie. C'est la découverte la plus importante selon moi de cette vidéo, et pour comprendre pourquoi le marché forme un bottom, il faut comprendre la redistribution des tokens. Donc qu'est-ce qu'une redistribution? Quand Bitcoin pump, les nouveaux acheteurs FOMO, ils achètent au top.
Quand Bitcoin dump, ces top buyers, donc les personnes qui ont acheté au top, sont sous l'eau et finissent par capituler et vendre à perte. Et pendant ce temps-là, des acheteurs plus intelligents accumulent à meilleur prix. Et c'est dans ces processus de redistribution qu'on forme les bottoms. Les mains faibles vendent aux mains fortes. Donc, ce qu'on va regarder comme graphique, c'est l'URPD. Donc, et qui va nous montrer en fait tout simplement ce que vous avez ici en abscisse, c'est les prix de BTC, et les mèches que vous voyez ici, en fait, tout simplement, c'est les volumes d'achat qu'on va avoir sur ces zones de prix. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il existe toujours hein, cette air pocket, donc cet endroit où en fait il y a une inefficience de marché qui, en règle générale, est amenée à être comblée. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en train de consolider en fait tout simplement dans ce prix et d'avoir de plus en plus d'achats qui vont en fait nous permettre de créer un bottom, de créer un support sur le marché. Et les personnes en fait qui sont sous l'eau actuellement, bah, on voit de moins en moins de volume, forcément, parce qu'on n'y est plus. Mais du coup, on est en train d'avoir enfin, en tout cas l'achat au niveau de la supply qui est en train de venir de plus en plus sur ce prix entre les 84 000 et les 92 000. Et donc, du coup, créer un prix plancher pardon, sur ça. Ce qui est assez intéressant à voir par ailleurs, c'est qu'on a pas mal de short-term holders qui sont en train de racheter dans cette zone. On a aussi des long-term holders qui sont ici. On en a encore pas mal qui sont sous l'eau là-dessus. Mais ce qui est intéressant à voir, surtout lorsqu'on fait une comparaison entre le 18 novembre et le 15 janvier, c'est que le 18 novembre, donc quand on a commencé à faire en fait cette grosse dégringolade sur le prix du marché, 70% du coup des achats qui avaient été faits sur Bitcoin étaient sous l'eau. Et seulement 18,3% du capital avait été investi entre 80 et 97 000. Aujourd'hui, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on voit qu'il n'y a plus que 42% qui est underwater quand le prix était à 97 000 dollars. Donc, on a eu en fait tout simplement cette redistribution des cartes où les gens sont en train d'acheter entre les 80 et 97 000 dollars. Donc, ce qui est ultra intéressant. En fait, le capital dans le range a plus que doublé en 2 mois. Et les top buyers ont capitulé, vendu à perte et revendu à des personnes qui sont en train d'acheter, qui sont pour l'instant des short-term holders entre 80 et 95 000 dollars. Parce que les short-term holders, pour rappel, c'est ceux qui ont acheté du Bitcoin dans les derniers 6 mois. Donc ça, c'est ultra, ultra, ultra intéressant à voir sur cette partie. Ensuite, la découverte numéro 4, c'est qu'on a les short-term holders qui sont dans un recovery pattern. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces short-term holders qui étaient sous l'eau, qui commençaient à perdre espoir, qui commençaient à capituler de manière massive, ils sont en train de racheter sur des bonnes zones et ils sont en train de repasser en profit. Ça signale souvent le début d'une nouvelle jambe haussière sur le marché. Si on regarde ça, c'est assez intéressant. Donc, on a le short-term holder person supply and profit, parce qu'il faut le dire, c'est très bien qu'on ait ce passage où les short-term holders capitulent, donc les nouveaux arrivants capitulent, donnent ça à des mains qui sont plus fortes, mais il est aussi important, si on veut repartir en bull run, que ces personnes-là aient confiance au marché. Parce que si ces personnes-là n'ont plus confiance au marché, en fait, c'est une dégringolade psychologique qui va aller en chaîne. Donc, ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé à un moment où on avait 0% quasiment de short-term holders qui étaient en profit hein, lorsqu'on était sur cette grosse dégringolade. Et là, on est quasiment reparti à 60%, qui est souvent, d'ailleurs, il faut le dire, une zone qui nous permet en fait de pouvoir repartir en boule. Vous le voyez ici, c'est lorsqu'on est reparti. Hop, vous le revoyez ici, c'est lorsqu'on est reparti sur ces jambes haussières à chaque fois. Donc, c'est ultra important de voir des short-term holders qui reprennent espoir et qui reviennent sur tout simplement une nature de dip pendant un bull market et non pas sur une nature de bear market. Et d'ailleurs, depuis 2023, on a 100% de hit rate quand ce type du coup de recovery, donc quand ce type de retour revient. On n'a pas un seul échec dans ce cycle, en tout cas, à chaque fois. Si on regarde au niveau du short-term holder SOPR, donc les SOPR Supply on Profit Realized, donc si on prend un autre indicateur qui est le MVRV, c'est sur les profits et les pertes latentes. Là, c'est sur les profits et les pertes réalisées. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est repassé sous les 1. En règle générale, ce qu'on a envie pour pouvoir repartir en fait sur une phase de bull market, c'est pas qu'on ait des pertes réalisées, c'est qu'on commence à avoir en fait des gens qui achètent l'euphorie, qui achètent la hausse. Pour l'instant, on est en train de voir des gens qui prennent des pertes réalisées, mais on stagne autour des 1 et c'est positif. Ce qu'on veut voir, c'est non pas stagner sous les 1 et se faire rejeter. Ce qu'on veut voir, c'est commencer à s'installer au-dessus, hop, commencer à faire des plus hauts et aller chercher en fait tout simplement des nouveaux sommets sur cet indicateur. Au niveau du short-term holder MVRV, donc ce que je vous disais, c'est que là actuellement, ce qu'on a envie aussi, encore une fois, c'est de repasser au-dessus, rebondir pour, comme on a fait durant tous ces boules, pendant tous ces dips de bull market, d'aller en fait tout simplement rebondir sur cette zone des 0,8 comme on l'a fait à plusieurs reprises, repartir au-dessus du 1 et
enfin du ratio de 1 du MVRV pour pouvoir repartir sur une phase de bull market. Comme on l'a eu en fait à chaque fois où on est passé au-dessus du short term holder cost basis, parce que le MVRV, qu'est-ce que c'est? C'est market value, donc le prix du marché, divisé par le coût d'acquisition moyen, donc la realized value de Bitcoin de la part de ces short term holders. Et donc du coup, il faut toujours avoir ce short term holder cost basis et ce MVRV 1 comme support pendant les phases de bull run. On l'avait eu ici en 2020-21 et on était passé on était passé en dessous pendant le bull et on avait tout simplement venu faire plancher ici pour pouvoir repartir. Et c'est ce qu'on a envie de voir si on veut repartir sur cette phase de bull run. La découverte 5, c'est au niveau des derivatives, donc au niveau de tout ce qui est levier, potentiellement long, short, mais même au niveau des options, qui sont souvent un signal qu'on appelle contrarian. Quand tout le monde est bearish, c'est généralement le meilleur moment pour être bullish là-dessus. Donc, si on reprend les funding rates. Donc, les funding rates, qu'est-ce que c'est? Les funding rates, c'est tout simplement ce qu'on va payer pour détenir un trade, soit long, soit short. Lorsque les funding rates sont négatifs, ça veut dire qu'on va vous payer pour shorter. Donc, c'est-à-dire que la majeure partie des gens sont en train de shorter. Lorsque vous avez des funding rates qui sont positifs, ça veut dire que la plupart des gens sont en train de long, et donc du coup, vous allez payer un fee pour maintenir votre position. Ce qui était ultra intéressant à voir, notamment si on revient sur le pump qu'on a eu, c'est que sur le pump, en fait, la plupart des gens ont shorté massivement. Ça veut dire que les gens ne croyaient pas au pump à 97 000 dollars. Et ça, c'est ultra positif. Ça veut dire que la majeure partie des personnes ne croient pas tout simplement en fait au pump que nous avons eu jusqu'aux 97 000 dollars. Là, on est en train de remonter un petit peu. Après qu'on soit très clair entre nous, tant que nous ne dépassons pas les 10%, on est plutôt sur des funding rates qui sont assez neutres. Donc on va dire que lorsqu'on approche les zéros, fondamentalement, ça veut dire que la plupart des gens sont en train de shorter massivement parce qu'on revient très peu souvent sur des choses négatives. Le marché est structurellement haussier, donc c'est plutôt des phases où on va avoir des funding rates qui sont négatifs. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est que là, actuellement, le marché est plutôt neutre et c'est ce qu'on voulait. Sur les dernières vidéos que j'avais faites, la plupart du temps, ce que je voulais, c'était donner la possibilité. Enfin, ce que je voulais voir, c'était tout simplement des funding rates qui étaient moyen entre 0 à 10% pour ne pas avoir d'euphorie en fait se marquer sur le marché. Donc ça nous permet de se dire très bien, pour l'instant, la plupart des personnes short le rallye. Au niveau des liquidations, ce qu'on peut voir aussi, c'est que la plupart des liquidations sont des liquidations de short, donc ça c'est très positif. Habituellement, là on avait beaucoup de liquidations de long qui avaient été faites, là on est en train de revoir des liquidations de short, donc c'est positif. Ça montre encore une fois que la plupart des gens viennent de se faire squeeze et que les gens sont contre le pump du marché. Et si on prend en dernier lieu le ratio qu'on appelle put-call, donc tout simplement, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ferai peut-être une vidéo directement là-dessus sur les options, parce que je sais qu'il y a très peu de personnes qui les utilisent, mais les options, en fait, c'est des options soit d'achat, soit des options de vente. Ça permet de vous couvrir et de vous hedger. Et ce qu'on peut voir, c'est que là, on a plus de put que de call sur le marché, ça veut dire qu'on a plus d'options de vente que d'achat sur le marché, parce que les gens essayent de se couvrir contre une baisse potentielle. Mais souvent, lorsqu'on voit on va dire en tout cas la plupart des gens qui vont se protéger sur la baisse alors qu'on est déjà un drawdown de moins 35%, ils se protègent après la baisse, c'est typiquement trop tard. Donc on a pas mal de signaux contrarian classiques, donc quand tout le monde est bearish au bottom, c'est généralement le meilleur moment pour être bullish. Au niveau des ETF, ce qu'on peut voir au niveau du graphique, c'est qu'on est en train d'avoir de l'inflow massif sur les ETF. On veut que ça continue, on veut garder en fait tout simplement cet inflow massif parce que c'est là où on va avoir de l'entrée de capital frais et c'est ultra intéressant. Dans la dernière vidéo, je ne vais pas revenir dessus, je vous parlais du cash carry trade et donc du coup ce qu'on était en train de voir c'est que pour la faire courte, nous n'avons pas les institutionnels qui sortent du marché, tout simplement ce qu'ils faisaient en termes d'arbitrage pour capturer le spread sur le marché ne les a pas intéressés au moment où le Bitcoin a baissé parce que c'était trop risqué et ce n'était pas assez rentable. Maintenant que le marché est en train de pumper, on les revoit en train d'acheter des ETF BTC, donc l'ETF EBIT, pour pouvoir se réexposer tout simplement au marché crypto. La découverte numéro 7, qui pour moi est la plus bullish de toutes, c'est que la grosse pression vendeuse qu'on avait de la part des long-term holders, donc des personnes qui étaient là depuis un long moment, est en train d'être arrêtée. Vous pouvez le voir directement avec ce graphique, mais là on avait énormément
tout simplement de prise de profit qui était en train d'être faite, sur cette baisse parce que, bah, forcément ils étaient en train d'avoir peur, sur le marché. On avait même des gros OG, qui étaient en train de vendre, hein, des mecs qui étaient là depuis des dizaines d'années, qui ont bien revendu, sur ces prix et là on a eu une chute drastique, de la prise de profit de la part de ce type d'acteurs. Donc pour moi ultra, ultra, ultra important, de voir ce type de choses. Si on regarde, donc ça, c'est les realized profit and loss by cohort, donc soit par les long term holders, soit par les short term holders. Mais ce qu'on peut voir, hein, en termes de realized profit, de la part des long term holders, pareil, hein, pour voir ça, on avait beaucoup de prises de profit qui étaient faites, hein, qui étaient quasiment équivalentes à des tops de marché. Là, on a eu une grosse baisse, on est plutôt sur des moments où en fait, bah, tout simplement, on est en train de voir des bottoms de marché, hein, comme on l'a vu ici, 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 ici. Donc là, on a terminé en fait cette prise de profit de la part des long-term holders. Si on prend au niveau du sell-side risk ratio, qui est pour moi un des arguments les plus bullish qu'on peut voir, c'est qu'on est sur des zones de prix actuellement qui sont dignes en fait des bottoms de bear market. Le sell-side risk ratio, hein, ce qui vient mesurer, c'est la pression vendeuse sur le marché. Actuellement, on est sur des niveaux de pression vendeuse qui sont plutôt extrêmement bas et pour autant, on est quand même sur un prix qui est en train de monter à 95 000 dollars. Donc pour moi, qui veut nous dire que nous sommes sur un bottom? Donc ma nouvelle conviction, avec tout ce que je vous ai mentionné, c'est à 75% bull, 25% bear. Pourquoi j'augmente de 75%? C'est avec tout ce que je vous ai montré durant cette vidéo et il y a beaucoup d'éléments qui renforcent le bull. D'ailleurs, tout ce que je vous ai mis ici, je vous le remettrai en description. Donc n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Je ne vais pas revenir sur tout, vous pourrez lire à tête reposée. Pour mes scénarios mis à jour. Donc pour moi, le processus, c'est qu'on va avoir une consolidation actuelle entre 88 000 et 95 000 pendant 1 à 2 semaines. Deuxième test des 95 000, 98 000. Pour moi, ça va être là où on va voir si véritablement on va casser ça avec du volume et qu'on va avoir un momentum bullish sur le marché. Et pour moi, si on fait ça direction 105, 110 000, au moins, je dirais ouais, fin janvier, début février, puis ATH Q1 2026. Pour moi, en fait, tout simplement, hein, les supports clés, c'est 88 000, 90 000, qui sont la fair value de Bitcoin, et 90 000 sur le true market mean ultime. Pour moi, voilà, je vous ai donné la timeline. On peut avoir une invalidation si on casse 88 000 avec du volume et qu'on a un rejet multiple de 95 000 dollars, 98 000 dollars, avec des long-term holders qui continuent à vendre et qui repartent au-dessus de 2,5 milliards de dollars par jour. On a un scénario qui est bear, qui est possible, qui s'affaiblit avec le temps, mais qui est existant. Ça, c'est si, bah, en fait, on a cette invalidation, qu'on rejette les 95 000, 98 000 à plusieurs reprises, qu'on a un retour aux 85 000, 88 000, qu'on teste le true market mean qui est à 82 000. Et là, c'est soit on fait un bounce rapide et violent, qui serait pour moi le scénario le plus bullish à mes yeux, soit sinon on a une cassure et là on passe sous les 82 000 et on va chercher la air pocket. Et là, pour le coup, pour moi, hein, il faudrait un catalyseur qui soit nécessaire, soit macroéconomique, soit sur l'écosystème crypto, mais pour l'instant, il est absent et on ne le voit pas. Après, tout ce qui est ce qu'on appelle Black Swan, donc tout ce qui est signe noir, on ne peut pas les anticiper. Si véritablement il y a une catastrophe dans le monde, bon, bah, ça sera comme ça et le prix risque de faire ce scénario. Si. Ce qu'il faut surveiller, je ne vais pas revenir dessus, vous pourrez le regarder directement dans le doc, mais mon plan d'action, en tout cas moi à titre personnel, c'est actuellement j'ai un DCA quotidien maintenu et actif. Dès que je passe sous les 90 000 dollars, je suis plus agressif, c'est mon accumulation spot sur BTC là-dessus et j'ai mes positions futures sur mes algorithmes avec Warburg AI. Mais ma conviction est renforcée et je pense qu'on va avoir une nouvelle jambe haussière sur le marché. Si on teste 98 000, 100 000 dollars, je pourrais maintenir un DCA normal, mais je resterai patient suivant différentes choses que je vais regarder, notamment le long term holder spike. Si jamais on en a un pas du tout intéressant, si jamais on voit que les long term holders commencent à vendre, je resterai patient et j'attendrai qu'on reparte sur les 85 000 là-dessus. Si on va sur les 85 000, 88 000, j'augmenterai mon DCA de 50%. Et si on reteste les 80 000, 82 000, donc le true market mean, j'achète massivement là-dessus. Donc voilà un petit peu mon topo sur la partie Bitcoin. Ensuite, sur la partie crypto, de manière générale, je voulais faire une conclusion là-dessus, mais tout ce qui va être low cap et mid cap sur le marché, je m'en éloigne assez. Aujourd'hui, la seule conviction que j'ai, c'est Hype, Ether, Solana, que je hold, mais tout ce qui est low cap, je n'y vais pas trop parce que pour moi, on a un risque qui est asymétrique là-dessus. Il n'y a pas grand-chose
à aller chercher. Il y a des gens qui le font très bien, mais moi, c'est pas mon domaine d'expertise pour le moment. Enfin, moi, je suis bon dans les low cap, mais quand on a un vrai momentum bullish et quand on repartira, qu'on aura de la puissance, ce sera le moment d'aller faire de l'analyse on-chain, plutôt micro, pour aller chercher qu'est-ce qui se passe sur la blockchain en termes d'achat de low-cap pour pouvoir s'exposer sur des altcoins qui vont être beaucoup plus risqués. Mais pour le moment, je suis plus intéressé par garder de l'argent sur mes algos, en avoir sur Bitcoin et avoir quelques positions que je maintiens sur des alts, mais je ne suis pas exposé de manière massive sur des altcoins low-cap parce que je pense que pour moi, ce n'est pas le moment. Merci beaucoup à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être court et de vous donner le maximum de valeur. Je vais essayer de faire ça toutes les semaines, de vous faire des market updates. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas à réagir dans la bio. Et si vous cherchez tous les graphiques et tout ce que j'ai écrit, c'est dans la bio et dans la description aussi. Au revoir.